Bonjour, bienvenue sur mon podcast Destiné. Aujourd'hui, on parle d'Henri VIII. Imaginez un roi, 6 mariages, 2 exécutions, une rupture avec le pape et une réforme religieuse qui va redessiner la carte spirituelle de l'Angleterre. Et pourtant, ce roi n'était même pas prédestiné pour le trône. On parle d'un homme qui commence comme le second fils un peu chanceux, il grandit en prince élégant et cultivé, puis finit comme l'un des monarques les plus redoutés de l'histoire. On va parler banquet, trahison, intrigue, des châteaux flambant neufs et surtout beaucoup de drames conjugaux. Aujourd'hui, on va plonger dans la vie incroyable et parfois complètement folle d'Henri VIII Tudor, roi d'Angleterre. Entre amour, politique, religion et tête qui tombe, ici, personne n'est à l'abri, pas même les reines. Tout commence le 28 juin 1491 à Greenwich Palace, au bord de la Tamise. La reine Elisabeth d'York met au monde son troisième enfant, Henri Tudor. À ce moment-là, il est considéré comme le plan B, le trône revenant à son frère aîné Arthur, héritier officiel de la dynastie des Tudors. Henri grandit donc sans la pression écrasante de l'héritier. Il a l'enfance dorée d'un prince, latin, français, musique, danse, équitation, maniement des armes et même la poésie. On raconte qu'il est grand, athlétique, qu'il maniait la lance avec autant de grâce qu'il grattait le luth et qu'il avait un sourire capable de désarmer un adversaire en duel ou de charmer toute une salle. Mais tout bascule en 1502, son frère Arthur meurt subitement à l'âge de 15 ans et en un claquement de doigts, Henri passe du statut de petit frère insouciant à celui d'héritier du trône. La donne change complètement, il faut se préparer à régner sur un royaume qui sort tout juste d'une guerre civile, la guerre des Deux Roses, et avant ce nouveau destin vient un mariage arrangé qui marquera toute son existence. Pour maintenir l'alliance stratégique avec l'Espagne, on prévoit qu'Henri épousera Catherine d'Aragon, la veuve de son frère Arthur. Outre le fait que cela soit un choix moralement discutable, la loi religieuse interdit normalement ce genre d'union, mais politique oblige, on demande au pape une dispense spéciale et il l'accepte. En 1509, Henri VII meurt et Henri VIII monte sur le trône à l'âge de 17 ans. Dans la foulée, il épouse Catherine. Leur début de règne est un véritable conte de fées, un roi jeune, beau, sportif, charismatique, qui brille dans les tournois, qui danse et qui compose même de la musique. Et Catherine est cultivée, pieuse, belle, issue d'une dynastie prestigieuse, le couple est adoré du peuple. Henri dépense sans compter, il organise des banquets somptueux, rêve de guerre glorieuse contre la France, bref, il incarne l'idéal chevaleresque du XVIe siècle. Mais il y a un ombre au tableau. Après plusieurs grossesses, Catherine ne lui donne qu'un seul enfant survivant, une fille, Marie, qui deviendra plus tard Marie la Sanglante, alias Bloody Mary. Catherine d'Aragon, née en Espagne en 1485, est la fille du roi catholique Ferdinand II d'Aragon et Isabelle Ier de Castille. Elle grandit dans un environnement où la politique et la foi sont indissociables. On lui apprend très tôt à incarner la dignité royale et à défendre les intérêts de sa famille. Mariée d'abord à Arthur, elle devient veuve à l'âge de 16 ans et se retrouve dans une position délicate à la cour anglaise. Quand elle épouse Henri, leur union semble solide. Pendant les premières années, elle joue parfaitement son rôle, soutenir son mari, représenter l'Angleterre à l'étranger, s'occuper des affaires du royaume quand Henri est en guerre, mais les fausses couches et les décès d'enfants se succèdent. Seul Marie, né en 1516, survit. Henri, obsédé par l'idée d'un héritier mâle, commence à voir son mariage comme maudit par Dieu. Après tout, il a épousé la femme de son frère. Catherine, elle, refuse toute idée d'annulation, elle plaide sa cause publiquement, refuse de se retirer et se présente toujours comme la seule véritable reine d'Angleterre. Cette fermeté admirable d'un point de vue personnel va pourtant sceller son sort politique. Et c'est là qu'Henri prend une décision qui va bouleverser l'histoire, rompre avec Rome. Et tout ça pour épouser Anne Boleyn, qui n'est pas non plus destinée à devenir reine. Elle est issue d'une famille de petite noblesse, elle grandit entre l'Angleterre, les Pays-Bas et surtout la cour de France, où elle perfectionne ses manières et son éducation.
Elle revient en Angleterre dans les années 1520 avec un bagage précieux, elle parle français, s'habille avec élégance, joue de son esprit affûté et surtout, elle sait capter l'attention. Contrairement à Catherine d'Aragon, pieuse et traditionnelle, Anne est vive, ambitieuse, moderne. On raconte qu'elle n'était pas une beauté conventionnelle. Teint sombre, cheveux noirs, un petit défaut à la main, mais son charme résidait ailleurs, dans son intelligence, son audace et sa capacité à tenir tête aux hommes. Elle ne se laisse pas séduire facilement. Quand Henri VIII commence à lui faire la cour, elle refuse d'être sa maîtresse, elle veut tout ou rien, à savoir la couronne d'Angleterre. Henri, obsédé, va bouleverser le royaume pour elle, et c'est là la grande rupture avec Rome. Le roi tente d'abord d'obtenir l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon auprès du pape Clément VII, mais Rome refuse catégoriquement, Catherine étant la tante de Charles Quint, l'empereur le plus puissant d'Europe. Il était alors hors de question de l'humilier. Alors Henri franchit un pas décisif et en 1533, il rompt avec Rome, se proclame chef suprême de l'Église d'Angleterre et épouse Anne Boleyn en secret. Quelques mois plus tard, elle est couronnée reine lors d'une cérémonie à Westminster. En septembre 1533, Anne donne naissance à son premier enfant, pas un fils, mais une fille, Élisabeth Ière d'Angleterre. Henri est évidemment très déçu, mais garde espoir. Anne enchaîne ensuite plusieurs grossesses, toutes malheureuses. La pression devient énorme, le roi obsédé par l'idée d'un héritier mâle commence à voir Anne non plus comme la femme qui a justifié une révolution religieuse, mais comme un nouvel obstacle. Anne, consciente de la fragilité de sa position, se montre de plus en plus combative, elle s'implique en politique, soutient la réforme protestante, fait et défait des alliances à la cour, mais ses manières franches et son caractère autoritaire lui valent de nombreux ennemis, notamment chez les partisans de Catherine d'Aragon et chez les nobles qui la trouvent arrogante. En 1536, tout bascule. Après une nouvelle fausse couche, Henri est persuadé que son mariage est maudit. Il tombe en plus sous le charme d'une nouvelle femme, Jane Seymour, douce et discrète, tout l'inverse d'Anne Boleyn. C'est alors qu'une cabale se met en place. Thomas Cromwell, principal ministre du roi, orchestre un procès retentissant. On accuse Anne d'adultère avec plusieurs hommes, y compris son propre frère, George Boleyn. Les charges sont absurdes, mais la machine judiciaire est implacable et le 19 mai 1536, Anne est conduite à la Tour de Londres. Contrairement à la coutume anglaise, elle n'est pas décapitée à la hache, elle est exécutée par un épéiste venu de Calais, ce qui a coûté une fortune au roi, et d'un seul coup net, elle décède décapitée à l'âge de 35 ans. Sa fille Élisabeth n'a que 2 ans. Henri, soulagé, ne porte pas le deuil. 10 jours plus tard, il épouse Jane Seymour. Donc, 10 jours après l'exécution d'Anne Boleyn, Henri VIII se remarie déjà. Sa nouvelle épouse Jane Seymour semble être l'exact opposé de sa prédécesseur. Là où Anne était vive, ambitieuse, parfois jugée arrogante, Jane est douce, discrète, pieuse et obéissante. C'est peut-être ce contraste qui séduit Henri. Lassé des tensions et des intrigues, Jane apparaît comme une bouffée d'apaisement. Née vers 1508, Jane est issue d'une famille de petite noblesse, les Seymour, dont la fortune est encore modeste. Elle a servi comme dame de compagnie d'abord auprès de Catherine d'Aragon, puis d'Anne Boleyn. C'est à cette cour dans l'ombre qu'elle attire progressivement l'attention du roi. On raconte qu'Henri fut charmé par sa douceur et sa réserve, mais aussi par sa capacité à ne pas céder trop vite à ses avances. Jane refusa d'être sa maîtresse, comme l'avait fait Anne avant elle, exigeant un mariage légitime. Donc en mai 1536, Jane devient donc la 3e épouse d'Henri VIII. Le roi déjà vieillissant et marqué par ses désillusions la présente comme la vraie reine. Contrairement à Catherine et Anne, Jane bénéficie d'une popularité spontanée. Le peuple l'aperçoit comme humble, vertueuse et réconciliatrice. Elle apaise aussi certaines tensions à la cour, en se montrant moins impliquée politiquement. Jane n'a pas le temps de s'imposer durablement, mais elle réussit là où ses prédécesseurs ont échoué. Donner au roi ce qu'il attend plus que tout, un fils.
En octobre 1537, après un long accouchement difficile, Jane met au monde Édouard, le fils tant espéré. Henri est submergé de joie, il tient enfin son héritier légitime, celui qui assurera la continuité de la dynastie des Tudors. Il proclame Jane sa reine bien-aimée et la considère comme l'épouse idéale. Mais le bonheur est de courte durée. Moins de 2 semaines après la naissance d'Édouard, Jane succombe à une infection postnatale. Après la mort de Jane Seymour, Henri VIII reste 1537 à seulement 29 ans. Désormais vieillissant, Henri est anéanti, contrairement à ses autres femmes, il portera véritablement le deuil pour elle et gardera son souvenir. C'est dans ce contexte qu'apparaît Anne de Clèves, Jane Seymour est la seule épouse d'Henri VIII à lui avoir donné un héritier mâle légitime. Son mariage avec Henri n'est pas à ses côtés dans la chapelle Saint-Georges à Windsor. Il s'agit de malgré ses 3 mariages suivants, avait déjà choisi, c'est auprès de Charles Quint qu'il reposera pour l'éternité. Pour préparer cette union, un célèbre peintre, Hensolbein, est envoyé peindre le portrait d'Anne de Clèves. Henri, séduit par l'image, accepte l'union. Mais quand il la rencontre enfin en janvier 1540, la déception est immense. Il la trouve loin de l'idéal attendu. Henri, cruel dans ses propos, la surnomme plus tard la jument des Flandres. Malgré son absence d'enthousiasme, Henri ne peut reculer sans risquer un incident diplomatique. Le mariage est célébré le 6 janvier 1540. Mais l'union ne sera jamais consommée. Henri affirme ne pas trouver son épouse attirante et cherche rapidement une issue. 6 mois plus tard, le mariage est annulé officiellement au motif qu'il n'a jamais été consommé. Contrairement à Catherine d'Aragon et Anne Boleyn, Anne de Clèves sort de ce mariage raté sans drame. Elle accepte l'annulation avec sagesse et conserve d'excellentes relations avec le roi. Elle reçoit une généreuse dot, plusieurs châteaux et le titre flatteur de sœur du roi. Elle vit paisiblement en Angleterre jusqu'à sa mort en 1557, bien après Henri. Le destin particulier d'Anne de Clèves est la preuve que toutes les épouses d'Henri ne finissent pas dans le sang ou le rejet. Bien qu'elle n'ait jamais vraiment été la femme de son cœur, elle a su transformer un mariage désastreux en une existence confortable à l'écart des intrigues mortelles de la cour. Son intelligence et sa prudence lui ont sauvé la vie. À peine son mariage avec Anne de Clèves annulé, Henri VIII se précipite vers une nouvelle conquête, Catherine Howard. Jeune, belle et pétillante, elle incarne la fraîcheur qui manque à un roi vieillissant, obèse et malade. Henri, alors dans la cinquantaine, tombe fou amoureux de cette jeune adolescente de 17 ans, cousine d'Anne Boleyn et issue de la puissante famille Howard. En 1540, Henri épouse Catherine Howard, qu'il surnomme tendrement sa rose sans épines. La jeune reine est adulée par le roi qui lui offre bijoux, vêtements luxueux et une vie de fête. Catherine, insouciante, profite de cette nouvelle position, mais elle manque d'expérience et de prudence dans un environnement aussi dangereux que la cour des Tudors. Rapidement, le passé de Catherine refait surface. Avant son mariage, elle avait eu des relations avec plusieurs hommes, ses anciens amants se vantent de leur intimité et les rumeurs circulent à la cour. Pire encore, une fois mariée au roi, Catherine aurait entretenu une liaison avec Thomas Culpeper, un jeune courtisan proche d'Henri. Quand l'épreuve de son adultère éclate en 1541, c'est un choc pour Henri. L'homme vieillissant, humilié, se sent trahi au plus profond de lui-même. L'amour fou se transforme en rage implacable. Catherine est arrêtée, emprisonnée à la Tour de Londres et jugée pour trahison. Le 13 février 1542, Catherine Howard est exécutée à la hache, à peine âgée d'une vingtaine d'années. On raconte qu'avant sa mort, elle aurait demandé que le billot sur lequel elle allait poser la tête lui soit apporté afin de s'exercer à bien se placer. Sa jeunesse, son insouciance et ses erreurs lui coûtent la vie dans un des épisodes les plus sombres de la vie d'Henri VIII. Le destin de Catherine Howard illustre toute la cruauté de la cour des Tudors dans un univers où chaque sourire peut être interprété comme une trahison. La légèreté et l'inexpérience se paient au prix fort. Catherine restera dans l'histoire comme la reine éphémère, emportée trop tôt par les intrigues et la fureur d'un roi blessé.
Après Elle le est drame de passionnée Catherine par la Howard, religion et la Henri littérature, VIII, elle vieillissant, écrit plusieurs ouvrages obèse et théologiques, malade, devenant se tourne ainsi vers la une première nouvelle reine épouse, d'Angleterre, et en a publié sous son 1543, propre il nom choisit Catherine son Parr. érudition Une veuve et sa piété piété l'aide à trouver sa place auprès d'Henri, âgé mais d'une aussi trentaine a d'années. joué un rôle politique Contrairement à ses majeur. prédécesseurs, Elle favorise la réforme Catherine n'est pas choisie protestante pour et sa protège jeunesse les ou sa partisans de beauté, cette nouvelle mais foi pour à sa la cour. sagesse et sa Catherine n'a capacité pas à gérer un d'enfant. roi de Avec plus en Henri, plus mais elle instable. devient une figure maternelle pour ses beaux enfants, Marie, Élisabeth et le jeune Édouard. Elle contribue à rétablir leur place dans la succession, un geste décisif pour l'avenir de la dynastie des Tudors. Sous son influence, Henri signe l'acte de succession en 1544 qui garantit qu'après Édouard, ses deux filles pourront régner si nécessaire. Mais son soutien affiché aux idées réformistes attire cependant la méfiance des conservateurs à la cour. En 1546, certaines tentent de la discréditer auprès du roi, allant jusqu'à préparer un mandat d'arrestation contre elle pour hérésie. Mais Catherine, habile et rusée, réussit à apaiser la colère d'Henri en se présentant comme une épouse dévouée qui ne cherchait qu'à stimuler son esprit. Et peu de temps après, Henri VIII meurt en janvier 1547, laissant sur le trône son fils Édouard VI, âgé de seulement 9 ans. Catherine Parr, veuve pour la troisième fois, se remarie rapidement avec Thomas Seymour, l'oncle du jeune roi, mais ce mariage lui apporte peu de bonheur. Thomas est ambitieux, instable et controversé. En 1548, Catherine meurt des suites de l'accouchement de sa seule fille, Marie Seymour. Elle a 36 ans. Dernière épouse d'Henri VIII, Catherine Parr, survécut à un mariage avec l'un des hommes les plus redoutés de son temps. Elle est souvent considérée comme la reine survivante, mais son rôle dépasse largement cette étiquette. Par son intelligence, sa piété et son habileté politique, elle contribuera à préparer le terrain pour l'âge d'or élisabétain qui suivra. Avec Catherine Parr se clôt la saga des 6 épouses d'Henri VIII, divorcées, décapitées, mortes, divorcée, décapitée et survivante. Un résumé cruel, mais qui illustre parfaitement la destinée tragique et extraordinaire de ces reines. On va parler maintenant de la grande rupture avec Rome, le roi d'Angleterre contre le pape de Rome. On a vu que la querelle conjugale entre Henri VIII et Catherine d'Aragon n'était pas qu'une affaire de cœur. Elle a mis l'Angleterre à feu et à sang, entraînant la mort de nombreux opposants. Depuis 1527, Henri réclame l'annulation de son mariage, ce qui est refusé catégoriquement par Catherine d'Aragon et par le pape lui-même. Le roi, ne supportant pas qu'on le contredise, choisit alors de rompre avec Rome et s'autoproclame chef suprême de l'Église d'Angleterre. Et en 1534, l'acte de suprématie est voté. Toute personne refusant de reconnaître l'autorité religieuse du roi devient coupable de trahison, et dans l'Angleterre d'Henri VIII, la trahison se paie inévitablement par la mort. De grands personnages tombent très vite. Sir Thomas More, ancien chancelier et humaniste respecté, refuse de prêter serment à l'acte de suprématie. Ami d'Henri VIII dans sa jeunesse, il est emprisonné à la Tour de Londres, condamné et décapité en 1535. John Fisher, évêque de Rochester, fidèle à Rome, subit le même sort. Sa tête est exposée sur un pieu au pont de Londres. Donc vous l'aurez compris, Henri VIII, pour ce qui est d'envoyer un message au monde, on était plus dans l'exagération à l'extrême plutôt que dans la demi-mesure. Le message est clair, quiconque s'oppose à Henri meurt. Pour ce qui est de la dissolution des monastères, Henri ne se contente pas de briser le lien spirituel avec Rome. Il s'empare aussi de ses richesses. Entre 1536 et 1541, il ordonne la dissolution des monastères. Des centaines d'abbayes et couvents sont fermés, leurs trésors confisqués et leurs terres redistribuées à la noblesse loyale. Pour les moines, c'est la ruine. Certains acceptent et disparaissent dans la vie civile, et d'autres résistent et le payent de leur vie. Les statues sacrées sont détruites, les bibliothèques dispersées, les répliques brûlées. C'est l'une des plus grandes spoliations de l'histoire anglaise. En 1536, la colère éclate dans le nord de l'Angleterre. Très attachés à la foi catholique, des dizaines de milliers de paysans nobles et prêtres se rassemblent sous le signe du Christ en croix, réclamant le retour à l'ancienne religion et à la fin des destructions. C'est la plus grande rébellion du règne, connue sous le nom de pèlerinage de grâce.
Henri feint d'écouter les rebelles, promet des réformes, puis les trahit. Quand l'armée royale reprend le contrôle, la répression est terrible. Environ 200 exécutions, pendaisons publiques, chefs décapités, l'Angleterre comprend que le roi ne reculera devant rien. Au fil des années, avec terreur religieuse divisée, en rompant avec Rome, tour à tour, les catholiques fidèles à Rome de changer de femme, il a transformé les réformateurs trop radicaux qui allaient plus loin que lui, ce choix qui menaçait son désir personnel. Personne n'est à l'abri. On estime que plusieurs milliers de personnes qui se poursuivront pendant c'est bien après sa mort. Qu'il s'agisse de moines, de prêtres, de nobles ou de simples fidèles. Les excès d'Henri VIII entre faste et Henri devient obèse avec une taille dépassant parfois les 140 cm dès sa jeunesse, sa gourmandise aggrave sa goutte, les banquets royaux, son diabète et ses problèmes de circulation. Dans toute l'Europe, quantité astronomique, on estime que la cour consommait plus de 600 plats différents chaque jour, souvent à base de gibier, de bœuf, de mouton, de volailles rares, sans oublier le poisson et les fruits de mer. Niveau boisson, le roi buvait beaucoup de vin, mais aussi de la bière forte, alors que l'eau était rarement consommée. Le monarque était très friand de sucre et pâtisserie, adorateur de douceur, il faisait venir du sucre encore très rare et très cher, pour garnir ses desserts et confiseries. Résultat, dès l'âge mûr, Henri devient obèse avec une taille dépassant parfois les 140 cm de tour de ventre. Sa gourmandise aggrave sa goutte, son diabète et ses problèmes de circulation. Mais ce n'était rien comparé aux excès de pouvoir. Henri VIII avait un ego, vous l'aurez compris, colossal. Il voulait toujours être vu comme le plus puissant et le plus glorieux des rois, ce qui se traduisait par des dépenses somptuaires, construction et rénovation de nombreux palais comme Whitehall ou Hampton Court, décorés d'or, de tapisseries et de tableaux. Les tournois et les fêtes qu'il organisait cotaient une somme astronomique. Il organisait des compétitions fastueuses pour impressionner ses courtisans, se mettant lui-même en scène comme le chevalier parfait. Il avait un goût pour la mise en scène. Henri commandait des portraits grandioses le représentant comme un colosse dominateur, notamment peint par le peintre Hans Holbein, même quand sa santé déclinait. Donc vous vous rappelez, Hans Holbein, celui qui avait peint le portrait un petit peu trop flatteur d'Anne de Clèves. Donc maintenant, quand vous connaissez l'ego démesuré d'Henri VIII et que vous connaissez le talent d'Hans Holbein, vous comprenez vite que les portraits du roi sont bien au-dessus de ce qu'il était en réalité, obèse, malade et vieillissant. On bascule sur les excès de cruauté. À mesure que son règne avançait, son autorité se transforma en tyrannie. Henri VIII ne supportait pas la contradiction, ce qui entraîne des ministres sacrifiés comme Wolsey, Cromwell ou Thomas More et bien d'autres. Tous ceux qui l'avaient servi furent exécutés ou disgraciés dès qu'ils cessaient de lui être utiles. Comme ses épouses éliminées, deux de ses femmes, Anne Boleyn et Catherine Howard, furent décapitées. Catherine d'Aragon et Anne de Clèves furent répudiées. Autant vous dire que faire partie de la cour du roi, c'était quitte ou double. On le voit aussi avec la répression sanglante. Quand catholiques et protestants trop zélés furent envoyés au bûcher ou à la potence, on estime que des milliers de personnes périrent sous son règne. On ne peut pas passer à côté de ces excès de vanité puisque Henri voulait être vu comme l'égal des plus grands souverains d'Europe. En 1520, il organise avec François Ier de France la fameuse rencontre du Camp du Drap d'Or. Un rassemblement gigantesque fait de pavillons dorés, de festins et de tournois. L'événement impressionna mais coûta une fortune colossale au trésor royal. Comme Henri vit dans la démesure, ses excès ne sont pas seulement anecdotiques. Ils expliquent en partie son déclin. Sa gloutonnerie l'a rendu obèse et malade, sa soif de pouvoir a détruit ses relations politiques et sa cruauté a laissé derrière lui une réputation de tyran imprévisible. Il reste dans l'histoire comme l'un des symboles de la démesure absolue d'un monarque capable de tout sacrifier. Son argent, son peuple, ses amis, ses épouses, et tout ça pour sa gloire personnelle. On va terminer par ce qui a entraîné la décadence du roi, c'est la fin d'Henri VIII. Tout d'abord, l'accident de joute de 1536.
Henri VIII, dans sa jeunesse, était un athlète accompli. Il excellait en équitation, en chasse, en tir à l'arc, au tennis et surtout dans les tournois de joute. Et c'est le 24 janvier 1536 que tout bascule lors d'un tournoi à Greenwich. Son cheval s'effondre sur lui. Le roi, alors âgé de 44 ans, reste inconscient pendant près de 2 heures. Même s'il survit, cet accident change tout. Il souffre d'une grave blessure à la jambe qui ne guérira jamais complètement. Des ulcères apparaissent et s'infectent régulièrement. On parle de plaies suppurantes, douloureuses, qu'il fallait percer et drainer sans cesse. Cet alitement prolongé met fin à son mode de vie sportif. Henri, autrefois mince et athlétique, commence à grossir rapidement. Certains historiens pensent que ce traumatisme crânien a aussi affecté son comportement. Après 1536, il devient plus colérique, paranoïaque et cruel. Ironie du sort, c'est la même année qu'Anne Boleyn tombe en disgrâce et est exécutée à la Tour de Londres. L'obésité et la maladie dans ces dernières années rendent Henri méconnaissable. Il mesure près de 1,85 m mais pèse plus de 180 kg. Sa jambe blessée est couverte d'ulcères purulents qui empestent à la cour. Certains témoins rapportent qu'on pouvait sentir l'odeur à distance. Il souffre probablement de diabète de type 2. Il souffre également de la goutte et peut-être de la maladie de Cushing, ce qui expliquerait son obésité extrême et ses sautes d'humeur. Ses médecins peinent à le soigner, on applique des cataplasmes, on perce les plaies, mais rien n'y fait. Henri passe ses journées assis ou porté par des serviteurs, incapable de marcher seul. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous dis de ne pas vous fier au portrait d'Anne Solbein, parce qu'on est loin de la réalité de ce qu'était Henri VIII à la fin de sa vie. L'homme qui aimait séduire, danser et impressionner par sa vigueur devient un tyran fatigué, rongé par la douleur. Ses humeurs deviennent imprévisibles, il peut se montrer généreux un jour, puis ordonner une exécution le lendemain, ce qui plongeait ses proches dans la crainte constante de ses colères. Sa paranoïa augmente, il soupçonne ses ministres de complot, fait exécuter Thomas Cromwell, qui l'avait pourtant servi loyalement, et reste obsédé par la question de sa succession. Mais Henri VIII meurt le 28 janvier 1547 à l'âge de 55 ans au palais de Whitehall. Il est si gros qu'il doit être enterré dans un cercueil renforcé. Selon certains récits, son corps aurait gonflé et éclaté pendant la veillée funèbre, ce qui terrifia les témoins. Il est inhumé dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, aux côtés de Jane Seymour, la seule femme qu'il ait vraiment aimée et qui lui ait donné son héritier mâle. Henri laisse derrière lui un fils fragile, Édouard VI, 2 filles légitimes, Marie et Élisabeth, qui régneront à leur tour. Une Angleterre bouleversée, coupée de Rome, engagée dans des guerres de religion qui marqueront tout le siècle. Il restera dans l'histoire comme un roi flamboyant, mais aussi comme un homme déchu par la maladie et dévoré par ses excès.